tous. Cette soirée, elle est organisée par la Confédération paysanne de l'Ardèche. On profite de l'occasion de la venue de Massa Koné, qui est militant malien dans une organisation qui s'appelle l'Union pour la défense et le développement des droits des démunis. Il nous en parlera plus en détail juste après. En fait, cette soirée-là, elle correspond à toute une série d'événements organisés à l'occasion de la Convergence des luttes, qui est partie du rassemblement des Glières le 31 mai, 1er juin, où Massa était présent et intervenu, et qui, en fait, fait la route tout le long avec des événements organisés contre les grands projets inutiles, l'accaparement des terres et tout ce qui va avec, et qui va arriver à Notre-Dame-des-Landes le 4-5 août. Voilà, c'est juste pour... 4-5 juillet, pardon. Oui, c'est pas si long. 5 et 6 juillet. Je sais pas, peut-être que quelqu'un pourra prendre la parole s'il y a des quarts d'organiser après, ou je sais pas. Il y aura sûrement du covoiturage de prévu d'Ardèche, on verra. Donc là, ce soir, on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe au niveau mondial, et puis après on aura le témoignage de Massa qui nous parlera plus spécifiquement de l'accaparement des terres au Mali. En fait, il faut savoir que la terre est devenue une nouvelle valeur refuge pour les investisseurs du monde entier. En 2008, il y a eu des émeutes de la faim qui ont fait que les gouvernements et les multinationales ont compris que la valeur refuge du moment, c'était la terre agricole. Et c'est devenu un bien spéculatif. Il y a une vraie guerre actuellement qui est menée sur les terres agricoles. Il y a une matrice foncière qui s'est créée pour faire une veille foncière, pour voir un peu tous les cas d'accaparement de terres dans le monde. Et il parle de plus de 227 milliards d'hectares accaparés dans le monde. Donc c'est des multinationales, soit par le biais de gouvernements, soit des multinationales juste pour leur propre intérêt, qui accaparent des terres fertiles dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays de l'Est, pour faire de l'agro-business, et aussi pour des pays, par exemple l'Angleterre est fortement, le Royaume-Uni est fortement accapareur, parce que leur terre ne suffit pas pour nourrir la population anglaise, donc ils accaparent dans les pays du Sud pour nourrir leur propre pays. Donc on va voir, il y a plein de façons d'accaparer les terres. Et là, ce dont Massa va nous parler, c'est le phénomène qui est le plus courant dans le monde. Il va nous décrire un peu comment le processus, comment on en est arrivé là. Il faut savoir que la terre agricole, actuellement, elle vaut 2 fois plus que l'or et 7 fois plus que l'immobilier. Donc c'est une vraie guerre qui se prépare. Il y a... Le défi alimentaire, en fait, c'est le défi des années à venir. Et nous, ce qu'on défend, c'est vraiment que la terre reste à vocation alimentaire. Il y a des gros projets de biocarburants sous couvert d'économie verte, de changement de climat. On nous sert à toutes les sauces les biocarburants, mais c'est une hérésie parce que si on n'a plus rien pour nourrir l'humanité, on va droit dans le mur. Voilà grosso modo quelques chiffres. On en revient. Enfin voilà, on va discuter après avec Massa. On pourra revenir sur d'autres exemples, mais j'ai quand même quelques chiffres frappants. Par exemple. Au Libéria, 67% des terres agricoles, de la surface agricole utile est accaparée par des multinationales. Donc on va voir au Mali quelles sont les conséquences sur les populations paysannes et les populations en général, parce que ça chamboule complètement une économie et ça crée vraiment toute une génération de démunis et de déguerpis. Massa, avec tout le témoignage qu'il va nous expliquer, on va vraiment prendre conscience de comment on en est arrivé là et quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans tout ce phénomène. Je laisse la parole à Massa. Oui, ça c'est là. Je ne sais pas si c'est pas fort. D'abord, je me présente. Je suis Massa Koné, je suis paysan sans terre malien. Je suis aujourd'hui porte-parole du mouvement de lutte de base. Mais avant même de parler du phénomène d'accaparement des terres, il faut quand même que vous compreniez le foncier de mon pays, qui est le Mali. C'est partant de la compréhension du foncier de mon pays que après, maintenant, vous allez comprendre comment ces phénomènes d'accaparement des terres arrivent. D'abord, chez nous, nous sommes 80% paysans.
le Mali est 80% paysan. Chez nous, on a un droit déjà de la terre, qu'on appelle le droit coutumier. Et ce droit déjà de la terre, c'est un droit qui est confié soit à une famille ou à une tribu ou à un village, où tout le monde peut avoir ce droit, mais la gestion est faite par ces gens. Mais pour rentrer en possession de ces droits d'usage, tu fais la demande auprès du tribu ou du chef de village ou du chef terrier qui est là, donc qui te cède ces droits d'usage, moyennant quelque chose de symbolique. Donc chez nous, les choses symboliques, c'est soit des chèvres, soit du cola. On a des choses symboliques comme ça. Donc maintenant, ça, c'est ce droit. Donc c'est une gestion collective des terres. Parce que ce droit te permet, quand on fait la cession de ce droit d'usage à un paysan, donc le paysan, tu peux travailler la terre, tu peux s'aimer et faire tout en saison de pluie. Mais juste après tes récoltes, c'est l'éleveur qui vient pâturer là-dessus pour manger les épines et tout. Là, tu ne l'interdiras pas parce que ça fait partie de la règle de gestion de la terre. Et après, maintenant, c'est les femmes qui viennent cueillir les arbres fruitiers et pour s'en servir. Donc, la terre maintenant est gérée de façon commune. Et donc, ce n'est pas un bien spéculatif. Et ce droit d'usage ne te permet pas de le vendre. Tu ne peux pas le vendre. Toi, tu peux décéder, c'est ta famille qui hérite. Et le nombre d'espaces aussi est donné en fonction du nombre de bouches à nourrir. Parce qu'on ne donne pas la terre à un seul individu, non, mais à une famille. À une famille qui sont là, qui sont des familles cultivateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le droit coutumier. Donc, c'est un droit depuis dans les temps historiques qui existe chez nous. Et c'est ce qui fait que ce droit, 80% des Maliens sont détenteurs de ce droit. Donc, 80% des Maliens ont un droit d'usage à la terre. Mais, les colonisateurs, à leur arrivée, et ils ont respecté ce droit. Ils ont respecté ce droit, mais ils sont arrivés chez nous avec un autre droit, qui est le droit de propriété privée. Donc, ils sont arrivés chez nous avec un droit de propriété privée. Mais à l'indépendance, vu que c'est les communistes qui sont venus au pouvoir, donc les communistes au pouvoir, quand ils sont venus, ils disent, bon, l'État est seul propriétaire de la terre. Donc la terre appartient à l'État. Oui, le système a été applaudi, parce que l'État c'est le peuple. Mais bien vrai qu'après, on a compris que non, l'État c'est pas le peuple, c'est le gouvernement. Donc le système a été applaudi à l'époque. Mais quand les communistes ont été balayés du pouvoir et que les militaires sont venus, donc l'arrivée des militaires est juste 2 ans après, il y a eu une grande sécheresse. Et dans les années 80 jusqu'en 85, donc c'était l'arrivée, c'était en ce moment où la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont arrivés dans nos pays. Et avec leur arrivée, ils ont posé leurs conditions. Ils disent oui. Ah bon. Ah, derrière. Oui. Donc, avec l'arrivée de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, chez nous, en Afrique, pas seulement au Mali, ils sont venus dans beaucoup de pays d'Afrique, c'était pour redresser les économies des États. Donc, ils ont imposé beaucoup de choses à nos gouvernements. Donc, en imposant des choses à nos gouvernements, ils ont d'abord imposé la privatisation. Que tout soit privatisé. Donc, que tout soit géré par des entreprises privées et par des opérateurs économiques. C'était en ce moment qu'on a senti encore ce phénomène de propriété privée.
Parce que les entreprises qui ont commencé à naître par la demande de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les opérateurs économiques qui ont commencé à monter leurs boîtes, ont commencé à créer des titres fonciers qui sont les droits de propriété privée. Et dans ces droits de propriété privée, nous les paysans, on n'est pas habitués à ça. Et voir que quelqu'un a un espace de terre, il le barricade, et que tu n'as même pas droit de le traverser avec tes animaux, pour nous c'était étrange. Donc c'était le système d'accaparement à basse échelle. Mais au fil des ans, quand il y a eu la révolution de 91 et que les militaires sont allés, il y a eu l'arrivée des politiciens. Donc ces politiciens d'université qui ont fait des études en Europe et tout. Nos grands politiciens ils viennent d'Europe et d'Europe, d'Amérique. Donc, et à leur arrivée, donc, on a commencé à parler de la vraie démocratie. Ils disent oui, nous, c'est la vraie démocratie. Et dans la vraie démocratie, il faut tout privatiser. Tout. Il faut tout privatiser. Bon, comme nous, à l'époque, nous, on ne se sentait pas touchés de tout ça. Parce que tout ce que nous voulons, on était en paix. On était en paix parce que chez nous, tant qu'il pleut, on n'a pas faim. On n'est pas des États pauvres, mais on est des États appauvris. Mais on n'est pas des États pauvres. Parce que chez nous, on a grandi dans nos familles, et mais tu vas au champ, mais ce qu'on cultive dans l'année permet de nourrir la famille. Nous, on ne veut que avoir un toit pour dormir et avoir notre lopin de terrain pour cultiver. La politique, c'était leur business. Des universités, des universitaires, de ceux qui ont venu faire de grandes études pour retourner chez nous. Ça, c'était leurs affaires. Mais on a été rattrapé par ça. Parce qu'après les événements de 91, et quand les politiciens sont venus, donc on a vu l'arrivée, on a vu beaucoup de pactes et beaucoup d'accords qui ont été signés entre nos États et la Banque mondiale. C'était les conditions d'endettement. Donc dans ces conditions d'endettement, donc le gouvernement a été sollicité de mettre la terre au marché mondial. Et notre cauchemar a commencé à partir de là. Quand on a assisté le gouvernement à mettre la terre au marché mondial, donc, vu que chez nous, on a des sous-sols très riches en or et en uranium. Et on a une autre zone qui est le delta central du Niger, qu'on appelle l'Office du Niger. Et dans les temps coloniaux, ils ont construit un barrage d'irrigation qui a une potentialité d'irrigation de 2 millions d'hectares. Et c'est une zone très très fertile. Donc beaucoup de paysans étaient installés là-dessus. Et nous, les paysans, nous, dans la paysannerie, on participe à 45% du produit intérieur brut de notre pays, du PIB. À 45%. Et en paysannerie, on participe à 60% pour nourrir uniquement en riz. Mais quand ils ont suscité nos États à mettre la terre au marché mondial, l'État a créé tout un ministère rattaché à la présidence pour faire des pipes autour de la terre malienne. C'est là où on a vu la ruée des multinationales qui ont débarqué de tous les États, que ce soit les États européens, américains, chinoises, arabes, qui ont débarqué sur nos terres et qui ont signé des baux amphithéotiques. Les baux amphithéotiques qui partent de 30 à 99 ans sur des milliers d'hectares. Donc la récente évaluation, rien que sur les terres agricoles, le Mali a signé des baux sur 800 000 hectares. Et quand on l'ajoute aux zones minières, on est à 2 millions d'hectares. Les conséquences sur les paysans, sur nous. Nous, notre part, bien vrai qu'ils font leur politique, on ne s'intéresse pas. Mais ils se sont intéressés à nous parce que ces bois amphithéotiques ont été signés sur nos terres de culture. Donc,
Par surprise, tu viens, des machines qui déboulent sur nos terrains, accompagnées de l'armée qui les protège. Donc, ils débarquent sur nos terres. Au début, on dit qu'on est en train de rêver ou quoi, ou ils se sont trompés. Effectivement, ils ne se sont pas trompés. Parce qu'ils viennent et aux machines, ils leur donnent des petites copies qui est les copies de leur bail, du bail amphithéotique. Donc, celui qui les demande, il dit ben, j'ai une copie, hein, je dois venir travailler sur 20 000 hectares ou sur 15 000 hectares. Sauf ces 20 000 hectares et ces 15 000 hectares, c'est nos champs de culture et notre village. Ils ne tiennent même pas compte que le village même existe. Hein. Les champs de culture et les villages, ils font partir. Donc il y a eu des résistances et la répression a été très forte. Il y a eu beaucoup de répression. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de nous organiser entre nous. Il y a eu les gens se sont auto-organisés, des groupes de résistance pour ne pas se laisser faire. Donc chacun dans son coin. Maintenant, les machines y viennent et nous, on refuse. Les répressions continuent et on part des répressions, on fait des morts d'hommes, des centaines de paysans emprisonnés par-ci, par-là. Et nous, les machines, parce que puisque c'est les machines qui sont là, donc nous, on se met à brûler les machines. Donc tout appareil qu'on peut trouver, qu'on peut saboter, on sabote. Donc c'est comme ça que vu que ces groupes de résistance qui se sont auto-organisés un peu partout n'ont pas suffi pour arrêter la signature des baux amphithéotiques sur nos champs, sur nos terres. Et vu que la terre, c'est notre identité, nous, notre seul survie, c'est la terre. On n'a pas besoin, moi j'ai fait des études, mais je n'avais pas besoin que le gouvernement m'emploie. Hein. Non, j'ai fait les études, le peu d'expérience que j'ai eu, c'était d'aller travailler la terre, parce que je sais que je peux vivre de la terre. On n'avait pas besoin que le gouvernement nous emploie. Parce qu'au début, on nous a fait croire que faire études, c'est devenir fonctionnaire. Après, on a su le contraire, que non, 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 c'est pour apprendre le français et être malléable. Donc, mais ça nous apprend parce que ça nous permet quand même de communiquer avec les autres. Et ça donne notre expérience de ce que tu as appris à l'école, si c'est sur la terre pour faire quelque chose. Mais, avec maintenant l'arrivée de ces accaparements des terres, donc, on n'avait pas d'autre choix. Avec tous les sabotages et avec toute l'action qu'on est en train de mener, les gens sont en prison. On a su que nos groupes éparpillés à travers le Mali, seuls ne peuvent pas arrêter ces phénomènes. Donc, on a essayé de converger les luttes. Donc, dans le rural, les différentes organisations auto-organisées, donc, on commençait à fédérer les luttes. On a fédéré les luttes des ruraux. Et maintenant, on a vu, oui, puisque tout se décide dans la ville, à la capitale, où il y a les ministères, où les baux sont signés, donc il fallait converger vers les villes. Il s'est trouvé que les mêmes phénomènes est arrivé aussi dans les villes. Les quartiers populaires sont complètement arasés pour faire des stades omnisports, des pseudo-projets, des projets d'embellissement. Donc, c'est partant de là que dans le périurbain, dont nous, on faisait notre maraîchage parce que, étant cultivateur chez soi, tu viens en ville, la ville coûte très cher. Si la ville coûte très cher, comme tu as une expérience de terre, donc tu vas aller faire du maraîchage. Il y avait un village qui n'était pas loin de l'aéroport. On faisait tranquillement nos maraîchages parce que c'était une zone où on peut trouver de l'eau. Et moi, je travaillais là-bas. J'avais organisé des femmes. On faisait tranquillement notre maraîchage. Mais moi, ça me permettait quand même de subvenir à ma survie de la ville. Et ils viennent tomber sur nous un projet d'aéroport. Plus de 8000 hectares. Donc, 20 000 personnes. Ils ont tout cassé. Des quartiers, des villages, ils ont tout caché. C'est comme ça que nous aussi, de notre côté, nous sommes organisés. Donc, avec les autres, on a convergé. Et c'est dans la convergence maintenant qu'on a retrouvé d'autres gens du périurbain
qui eux sont victimes d'un autre phénomène d'accaparement des terres, qui est l'urbanisation. Il y a eu des agences immobilières. Vu que nos ministres, nos grands patrons ne peuvent plus envoyer l'argent dans les banques suisses, parce que si tu envoies avec la levée du secret bancaire, ça c'est un, et puis c'est très très dangereux, parce que si tu ne fais pas l'affaire de la France ou de l'Amérique ou de l'Angleterre, et le gouvernement ne reste pas longtemps, on vous fout dehors et les fonds sont gelés. Donc il fallait blanchir l'argent chez nous. Et pour blanchir l'argent chez nous, donc ils mettent leur argent dans les banques, et maintenant ils montent un mafia, ils créent des agences immobilières. Avec ces agences immobilières, donc maintenant ils créent des titres fonciers parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et la terre appartient à l'État. C'est le domaine qui font la gestion des titres fonciers. Donc eux, ils sont déjà au pouvoir. Ils appuient leur petit groupe de mafia qui ont créé l'agence immobilière et qui vont aller dans les banques où eux, ils ont mis de l'argent. Donc, ces titres ils vont convoitiser des terres. Et les titres sont créés parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont l'influence sur le système. Donc on cède des titres par centaines d'hectares pour des agences immobilières. Donc ces terres sont hypothéquées, l'argent est prêté à la banque, donc il faut du business avec. Donc le périurbain était victime de ça. Les quartiers populaires étaient victimes de la construction. Vous avez, en 2002, on a fait, il y a eu une Coupe d'Afrique au Mali, qu'on appelle CAN 2002. Il y a beaucoup de quartiers qui ont été ravagés, rasés complètement, des gens ont été expulsés, des salles de sport ont été créées, d'autres espaces, des supermarchés, d'autres espaces pour embellir. Donc il y avait ces victimes-là aussi qui étaient sur place. Et aussi, ils se battaient de leur côté. Donc nous, à partir du rural, on a convergé vers le périurbain et les quartiers populaires. Donc quand on a convergé les luttes, donc ensemble maintenant, quand on s'est retrouvés, on a créé l'Union. Donc l'Union, aujourd'hui, au nombre de 170 mouvements de lutte de base, toutes les organisations qui sont dans l'Union sont des organisations auto-organisées parce qu'ils sont victimes de ces phénomènes de spéculation foncière ou d'accaparement des terres. Donc quand on s'est retrouvés, vu qu'on est des gens de différents bords, on a organisé des forums. Donc le forum nous a permis de donner la parole à toutes les couches, à tous les courants de lutte. Donc les paysans ont beaucoup parlé, les ruraux ont beaucoup parlé, les éleveurs ont parlé, les pêcheurs ont parlé. Le périurbain a parlé de l'urbanisation qui bouffe leurs terres, qui bouffe leur identité. Les quartiers populaires ont parlé parce qu'ils ont été expulsés de leur maison et il y a eu la construction des SAD, il y a eu la construction des supermarchés, des goudrons et des choses classées d'utilité publique. Et ils sont victimes. Donc c'est partant du forum que nous, maintenant on a mis sur place une plateforme revendicative qu'on appelle le mémorandum. Donc on a mis sur place un mémorandum qui relate le problème de toutes ces organisations. Ça on l'a fait. Et on a dégagé aussi des stratégies de lutte. Ensemble, vu qu'on a un rapport de force aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention des décideurs? Qu'on existe. Nous aussi, on existe et on est aussi le peuple. Donc c'est pour ça qu'on dit donc on n'a pas... Désormais dans les campagnes, dans le rural, on ne fait plus d'action. Les jeunes des quartiers populaires, et ils disent, nous on dégage une première stratégie. Ça, on ne demande pas aux paysans de débarquer pour venir. Non, on le fait au nom de tout le monde. On va prendre un jour, on paralyse tous les mairies du district de Bamako, de la capitale. Les 6 mairies, un lundi, ils ont paralysé. Ils ont occupé tous les mairies, ils ont fait un sitting. C'était en 2008, ils ont pris tous les mairies. Donc le gouvernement a su que effectivement ces gens ils deviennent un peu intéressants. Donc la deuxième grande rencontre, on l'a fait en 2009. En 2009, donc on a fait une journée de manifestation populaire contre l'accaparement des terres. Et ça, beaucoup de journalistes, il y a des journalistes qui se sont intéressés. Et le Premier ministre à l'époque n'était pas d'accord et dit qu'il n'y a pas d'accaparement des terres au Mali.
Ils disent que le gouvernement ne peut jamais cautionner qu'il y ait un accaparement des terres. Non, non, non. Ces terres, ils sont là. Nous, on n'a pas vendu des terres, mais on a signé des baux amphithéotiques. Donc, des baux amphithéotiques, des sortes de contrats qui te donnent la propriété de l'espace de 100 000 hectares. Donc, ça peut varier de 30 à 99 ans. Mais nous, on dit quelqu'un à qui tu donnes 100 000 hectares. Je prends l'exemple de Kadhafi. Ils ont signé un baux avec Kadhafi sur 100 000 hectares. Mais un baux que tu as signé avec quelqu'un sur 100 000 hectares, sur 80 et quelques ans, mais c'est pour lui. Qui sait dans les 80 et quelques ans, même si le Mali même va exister? Parce que le Mali n'a existé qu'à partir de 1960. Donc, raison pour laquelle on a montré qu'il y a effectivement accaparement des terres. Mais le gouvernement, à l'époque, n'a jamais cautionné qu'il y a accaparement des terres. Ils disent non, ça n'est pas un accaparement des terres. On a parlé des agences immobilières. Ils disent oui, les agences immobilières, ils sont là, ils construisent des logements sociaux. On dit, mais nous, on est dans nos cases, on n'a pas besoin de logements sociaux. Nous, on est dans nos cases, on a nos pailles, on a nos tôles, et c'est moins cher, et 2 personnes, 3 personnes, tous les villages. Tu veux s'installer dans un village, c'est des coutumes chez nous. Tous les villages t'aident à construire ta maison. Et tu es là-dedans. J'ai dit, nous, on dit qu'il n'y a pas pire logements sociaux que ça. Si vous voulez faire des logements sociaux, mieux vaut vendre du ciment à moins cher. On achète du ciment et l'État subventionne le ciment. Ça, c'est sociaux. Mais vous construisez des maisons que vous vendez à des coûts de millions à des gens qui font toute leur vie, tout l'argent qu'ils ont bouffé n'atteint même pas ça. À plus forte raison que d'acheter une maison. Donc, on n'était pas d'accord avec eux. Donc, vu que vraiment on ne s'est pas attendu, on dit, bon, donc nous, on va continuer notre chemin de lutte. Mais on continue toutefois aussi à faire des actions sporadiques dans les coins pour décourager les multinationales qui débarquent chez nous. À l'époque, c'était les préparatifs des cinquantenaires de l'indépendance, les cinquantenaires des indépendances des États, où le Mali était à fond, le président de la République, il était à fond pour les cinquantenaires, donc il devrait aller voir les Chinois un peu partout pour venir faire quelque chose de beau, pour dire que moi, en mon temps, j'ai pu construire ça. Donc il prévoit un voyage pour aller en Chine, bon, sous l'invitation à l'époque du président chinois. Et nous, on dit, bon, on a trouvé, puisqu'il descend, tout le monde, si le président voyage chez nous, tout le monde sait qu'il voyage. Le boulevard de l'indépendance est pris, personne ne passe. Tout le monde s'arrête pendant 30 minutes avant que le président ne prenne son véhicule et traverse. Nous, on dit donc c'est bien. Comme il passe par le boulevard de l'indépendance, et nous aussi, on va lui dire qu'aujourd'hui, il ne va pas voyager. Donc, le 9 mars 2010, c'est l'action qu'on a faite. Ça a été vraiment réprimé à 100. Même, je ne pense pas si le président a voyagé, parce que le président devrait voyager depuis 9h. Jusqu'à 1h, on était coude à coude avec les policiers dans les gaz. Donc, pour prouver au président que ça ne va pas. Et bon, l'action quand même a été bien parce que le lendemain, le président il a fait un conseil des ministres. Il a appelé tous les ministres. Parce que le 9 mars, beaucoup de paysans ont débarqué en ville, dans la ville, pour venir participer à l'action. Donc, ils se sont intéressés le lendemain. Ils disent, ces gens, il faut les appeler. On avait plus de 40 et quelques qui étaient arrêtés par les policiers. Donc, la première décision, il dit au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, il faut libérer d'abord tous ces gens, calmer ces gens et les écouter. Donc, le lendemain, on a obtenu la libération de tous nos gens. Mais nos blessés, nos fracturés étaient toujours quand même à l'hôpital. Et 3 jours après, ils nous ont fait appel pour nous dire, bon, le président, il dit de prendre votre situation en main. Effectivement, et que vous venez discuter avec nous pour nous dire qu'est-ce que vous appelez accaparement des terres et de quoi vous êtes victime. Le gouvernement va s'engager à les résoudre. C'était la première fois. Et c'était tellement intéressant pour nous. Nous croyons, ce jour, on a fêté. Parce que pour nous, on dit non, tout le problème est réglé. Ils ont pris conscience, c'est le président, sa personne qui a parlé. Le ministre, personnellement, nous a invités. Donc, on était tous pressés à aller à la rencontre du vendredi. Arrivé là-bas, on nous demande d'abord, bon, vous, votre organisation, vous avez un récépissé? C'est la première question qu'on nous a posée. On dit, mais on ne comprend pas.
vous nous appelez pour venir régler les problèmes, et vous nous appelez pour venir faire la police de l'organisation. On dit si c'est comme ça, c'est bien, on plie bagage. Ils disent non, on vous en prie. Non, bon, parlons d'abord des problèmes. D'abord, ils étaient là avec beaucoup de conseillers qui sont des experts. Et même, ils ont même des Sénégalais qui étaient là, des experts du foncier, qui disent oui, bon, on veut d'abord discuter sur le foncier. Nous, on dit, on n'est pas des experts. Hein. Nous, on est des pauvres paysans. Tout ce qu'on connaît, on avait un droit d'usage et ce droit est reconnu dans la loi. Le droit coutumier, notre droit d'usage est reconnu dans notre code domanial et foncier. Dans son article 43, notre code domanial est reconnu. On dit, vous allez faire la lecture. Ils ont fait la lecture, ils disent oui, c'est ça, mais il y a une explication. On dit non, on n'est pas en cours de justice. On n'est pas là à faire l'avocat ou l'interprétation. On est là, le problème, ça se règle ou ça ne se règle pas. Ils disent, le problème, ça se règle. On a compris. On est en train d'étudier votre mémorandum. Vous allez nous donner 3 mois. On va évaluer pour commencer à résoudre. Et nous, on dit, on n'est pas d'accord. On est bon. Ils ont provoqué notre réunion. Et entre-temps, vu qu'on a déjà amorcé le dialogue avec le gouvernement, nous, de l'autre côté, on a commencé à attaquer les Chinois, l'entreprise chinoise. Parce que l'entreprise chinoise, le COVEC, est allé s'installer sur 7000 hectares. Mais dans leur dossier, c'était 5000 hectares. Bon, ça, c'est après, on a vu ça. Mais eux, ils étaient sur 7000 hectares. Nous, on a vu qu'il y a une amorce de dialogue avec le gouvernement. Donc, nous, on attaque de l'autre côté. Donc, là, il n'y aura pas d'arrestation, il n'y aura pas de répression. Effectivement, ça a réussi. Donc, nous, on a attaqué maintenant, on a dit aux gens, donc, continuez à harceler ces gens. Les gendarmes étaient là. Les gendarmes ont téléphoné pour avoir l'ordre de tirer sur les gens ou de les arrêter. Ils n'ont pas eu l'ordre. Ils disent, bon, ces gens, ils sont en plein dialogue avec le gouvernement. C'est le ministre de l'Intérieur qui a donné l'instruction de libérer tous les paysans arrêtés et tous les jeunes des quartiers populaires. Vraiment, on ne peut pas vous donner l'ordre et de les empêcher de mener leurs actions. Le gouvernement va payer. Donc ça, quand même, ça a beaucoup gêné les Chinois. On a pu les foutre dehors et ils ont plié bagages. Ils ont ramassé toutes leurs machines non brûlées. Ils ont évalué les machines brûlées à coût de milliards. Ils disent, le gouvernement va payer ou nous allons payer. Donc maintenant, ils ont plié bagages, ils ont abandonné nos terres. Mais on ne s'est pas arrêté là. On dit non, vous avez fait 3 ans sur ces terres. Quand on a rencontré le ministre, la prochaine réunion, on dit, on discute pour amorcer le dialogue entre nous. Il faut que les paysans qui étaient sur ces terres de Covec, parce que ça allait nous arranger 2 fois. Vous allez les indemniser d'abord. Vous indemnisez ces paysans, après on accepte de dialoguer avec vous. Ou nous allons rester et nous allons aller chercher nos moyens ailleurs. Donc, ils ont accepté d'indemniser les paysans. Parce que nous savons, au moment où ils acceptent d'indemniser les paysans, la plainte sur les milliards qu'ils allaient faire contre l'association, donc ça, quand même, ils n'allont plus parler. Ça a réussi, ils ont indemnisé les paysans. Ils disent donc, on accepte d'indemniser les paysans, mais on amorce quand même un dialogue entre nous. Donc, mais, ils ont recruté les politiciens, conseillers des ministres les plus faux du monde. Ils ont mis une commission sur place et chaque jour, dans chaque semaine, on est en réunion, mais on ne bouge pas. Chaque fois, il faut aller sur le terrain, il faut faire venir les experts, il faut faire venir les spécialistes, il faut faire venir les géomètres. On a passé tout notre temps à rôter comme ça dans les zones, sans pourtant avoir de la solution. Ils ne règlent que des petits problèmes. Et nous, on dit, bon, on en a marre avec ça. Donc nous, on a rompu le dialogue. Mais c'était le moment où aussi, Kadhafi aussi était un problème, parce que Kadhafi, c'était le président de l'Afrique de l'Ouest. Donc notre président aussi était préoccupé par ça. Il ne nous écoutait pas. Lui, son problème, c'était à l'époque, c'était les Kadhafi et autres. Et nous, on a préparé notre action. Donc le 13 mars, bon, nos actions, c'est en mois de mars, c'est symbolique chez nous. Le mois de mars est symbolique chez nous. Parce que c'est le mois de révolution, des mois où on a fait partie des présidents. Donc le 13 mars 2012, nous on a fait débarquer plus de 3000 paysans à Bamako. Et plus les gens des quartiers populaires. Donc on a marché, on est allé assiéger la cité administrative. On dit, on ne bouge pas d'ici tant que vous ne réglez pas les problèmes. Mais cela avait trouvé que vraiment ils avaient engagé, quand ils ont entendu les actions, ils ont engagé
beaucoup de moyens contre nous. Ils ont bloqué des bus des paysans qui ont fait le reste de la ville à pied pour venir, pour saboter l'action. L'action quand même a été une réussite. Et c'est partant de là maintenant qu'ils se disent, bon, ce qu'on va faire, on vous donne 1 mois, peu importe le budget que ça va coûter à l'État, on va essayer de régler les problèmes. Et maintenant, nous, on dit, bon, essayer n'est pas une solution. Vous allez régler les problèmes, c'est clair, mais pas essayer. Ils disent, oui, puisque ça va coûter des milliards au gouvernement, et résilier le bail amphithéotique, ces firmes ont beaucoup d'avocats, des avocats internationaux, ils vont nous traîner devant la justice et on va payer très cher. Donc nous on dit, il faut vous vous engager à régler le problème. Nous on ne sait pas votre problème d'avocat. Donc c'est comme ça qu'ils sont engagés sur 1 mois. Mais puisque ce régime, la masse qui est sortie chez jour pour envahir Bamako le 13 mars 2012 était tellement conséquent, et les militaires devraient aller au nord pour aller rencontrer les récalcitrants de Kadhafi qui sont venus avec toutes les armes sur le nord du Mali, et ils flippaient aussi, ils ne voulaient pas aller. Donc, et ils disent que bon, comme le régime n'est pas crédible, il y a tout un peuple qui ne veut pas de ce régime, donc il faut le foutre dehors. Donc c'est comme ça qu'il y a eu le coup d'État du 22 mars 2012, une semaine après notre marche. Donc on est rentré dans une turbulence politique. Dans les turbulences politiques, tous les militaires disent oui, on va régler, ils règlent quelques-uns, ou ils piquent quelques-uns. Parce que il faut comprendre que chez nous, maintenant, toute personne qui vient au pouvoir veut préparer son avenir sur la terre. Pour créer des titres, pour garantir les jours qu'il n'est pas au pouvoir et veut faire son business là-dessus. Donc, on est rentré dans une turbulence politique qu'on n'a pas eu beaucoup de choses. On a eu des victoires, mais des victoires qui sont tellement maigres que nous, on ne dit pas des victoires. Parce qu'on a des problèmes, des millions de paysans à gérer. Ce n'est pas en réglant les problèmes de 10 personnes, de 100 personnes par là ou d'un seul village qu'on peut dire des victoires. Parce qu'on a tout un mémorandum. Et notre mémorandum est aujourd'hui sur 113 points. Donc sur 113, on n'a que 2 points réglés, 3 points réglés, ça ne nous avance pas. Mais on s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, puisqu'on est dans un tournant politique. Donc nous allons faire ce tournant politique, la transition va finir, il y aura de vraies politiques qui vont venir au pouvoir, et donc nous allons déclencher maintenant notre action contre la vraie politique qui va venir. Donc c'est comme ça qu'il y a eu des élections, et l'actuel gouvernement, ils sont venus nous voir plusieurs fois pour dire, bon, nous on veut que vous votez pour nous, vous avez une masse, on est au courant de votre problème, donc nous on va essayer de voir comment on peut régler vos problèmes, on s'engage. On dit que nous on ne veut plus du verbal. Non. Vous êtes d'accord, on s'engage, on signe. Vous venez au pouvoir, vous ne le faites pas, donc maintenant ça c'est notre preuve. Ils se sont engagés à signer des choses avec nous. Ils viennent au pouvoir, arrivés au pouvoir 3 mois, ils nous appellent, ils disent oui, vous savez, on est venu trouver que tous les caisses sont vides. Il n'y a même pas 5 francs dans les caisses. La Commission européenne doit envoyer des gens chez nous, la Banque mondiale doit venir. Nous on dit ça sent mauvais. C'est la Banque mondiale qui a poussé les États à mettre la terre au marché mondial, et c'est la même Banque mondiale qui va venir. Ça veut dire que notre problème n'est pas résolu. Ils disent oui, mais il faut un peu d'argent pour résoudre ces problèmes. Nous on dit entre-temps, nous on vous donne un délai. On vous donne un délai, on attend jusqu'à décembre 2013. Jusqu'à décembre 2013, si vous ne réglez pas les problèmes, ça veut dire réellement que vous ne voulez pas régler les problèmes. On a attendu jusqu'en décembre 2013. En décembre, on nous appelle, on nous offre des miettes, des résolutions. Nous, on dit non, on n'en veut pas. Ils disent mais non, mais allez-y, donnez ça à ces gens pour les mettre dans leurs droits. On dit non, on n'en veut pas. On vous attend, on vous donne encore 2 mois. Ils disent oui, le président il a des problèmes, la guerre du Nord est là, l'armée française est là, le MISMA et tout. Chaque fois ils ont quelque chose quand même à dire, que c'est ça qui retarde les choses. Donc,
Nous, notre délai du mois de février est passé. Donc, en mois de mars, et récemment, 2014, le 31 mars 2014, nous, on n'avait pas d'autre choix. On a déclaré notre action. Bien vrai que beaucoup de ministères et beaucoup de départements se sont mis sur notre dos, disent non, ne les faites pas, on est prêt maintenant, on a recruté, on a regardé dans votre mémorandum, on va régler des problèmes. Non, on dit non. On a fait débarquer 4000 paysans. On a envahi la boute du travail. Et les autres, des quartiers populaires, du périurbain, on est resté. On dit bon, on fait 3 jours ici avant de débarquer dans la cité administrative. La cité administrative de Bamako, il y a tous les ministères là-dedans. Ça a été construit par Kadhafi. Donc on dit, on va débarquer dans la cité administrative avec les ministres. Les ministres ne sortent pas. Nous, on ne sort pas. Donc le gouvernement va nous nourrir. Donc quand on a fait ça, quand on a commencé l'action qu'on a baptisée village sans terre, village des sans terre, les gens qui n'ont pas de terre. Donc on a débarqué le 31. Le premier, on a été accueilli par le premier ministre. Bon, il était un peu... Parce que le président, il a envoyé quelqu'un le matin du premier, un conseiller, un politicien, qui est venu nous dire que le président même n'est pas content du premier ministre, il a négligé les choses. À l'après-midi, on va chez le premier ministre. Le premier ministre, il dit, bon, votre problème, moi, je n'en sais pas trop là-dedans parce que c'est le président qui dit qu'il va gérer. Et nous, on a cité, on dit, mais le conseiller, on a dit le nom et tout, on dit qu'il est venu dire que c'est toi qui es en train de tout bloquer. Tu t'en fous. Lui dit, non, moi, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Le président, il est allé me chercher. J'ai travaillé dans les banques au Sénégal. Il est allé me chercher pour devenir premier ministre. Moi, je ne veux pas qu'il me dénigre. Donc, ils avaient déjà préparé, on a su qu'ils avaient déjà préparé quelques points avant qu'on arrive. Donc, on allait arriver, ils allaient nous offrir ces points et dire que oui, on va régler ces quelques points. Il avait invité beaucoup de ministres, les ministres qui sont impliqués dans les différents dossiers. Arrivé qu'on a dans tous ces euphories de paroles qui est passé entre nous, on disait, c'est le président même qui disait que nous, on a commencé à l'harceler, à lui mettre dos, vraiment dos. On a oui, le conseil du président dit que c'est le premier ministre, mais nous, on a amplifié. On dit le conseil du président dit que le président ne veut même plus de toi, tu es en train de lui créer des problèmes. Donc nous, on a amplifié tout. Et lui, tellement il était tellement gêné et tellement mécontent, lui aussi, il a commencé à balancer ses mots sur le président. Donc c'est comme ça, et on a travaillé sur les points. Il dit, bon, si c'est comme ça, ils nous ont donné, ils disent, bon, voici 5 points qu'on a étudiés. Ils nous ont monté, on dit, non, ce sont des miettes, on ne les veut pas. Nous, on a imposé 23 points. On dit, bon, tous les mémorandums, oui, on sait que c'est trop pour vous, mais 23 points, vous allez travailler, vous allez prendre ces 23 points, vous allez les régler et nous donner un délai aujourd'hui. Et vous engager en écrit signé par un premier ministre. Donc, mais pour vous expliquer les points, un point concerne le problème d'un village ou d'un quartier. Le mémorandum est fait, le plateforme revendicative est fait des points. Donc, ces points sont des grands. Quand on parle, il y a dans les points, chaque point, c'est le problème des multinationales ou des opérateurs économiques ou de la construction ou n'est-ce pas, des salles omnisports. Tu vois, c'est des points comme ça. Les points citent les problèmes d'une organisation. Donc, nous, on avait pris 23 points urgents. On dit que si vous arrivez à régler. Bon, les négociations ont compté. On est resté longtemps, mais on a obtenu 10 points. On a pris 10 grands points qui se sont engagés à dire que ces points, on les règle. Donc, c'était ce qu'on a obtenu à la négociation du 1er avril 2014. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. On dit maintenant concrètement comment vous allez les régler. On veut tous les mécanismes. Quand on a tous les mécanismes de règlement, donc maintenant on peut être confiant et dire qu'effectivement vous allez régler ça. Donc, chaque département, les ministres étaient là. Les ministres disent donc, nous on va vous envoyer ça, nous on va vous envoyer ça, nous on va vous envoyer ça. Donc, et les ministres immédiatement ont fait des programmes de rencontres. Et dans ces programmes de rencontres, dont les programmes étaient cités. Et dès le lendemain, les négociations ont commencé. Ça, c'était maintenant les 10 points, la négociation des 10 points, actuellement qui est en cours.
actuellement qui est en cours, parce qu'on était en début de l'hivernage, de la saison des pluies. Donc il fallait que beaucoup de nos paysans puissent être installés et pour cultiver. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans cette négociation, ça c'est en cours. Mais dans la lutte et dans tous ces problèmes-là aussi, il y a une grosse entreprise sud-africaine, Ilovo. Ilovo, les grands actionnaires sont des Indiens et des Arabes. Et ils étaient sur 20 000 hectares. Vu qu'au moment où on a su que vraiment, on est en train de, le gouvernement veut coûte à coûte connaître les actions, nous on a commencé, on a dit à nos gens, il faut pomper aussi, et ces gens, il faut commencer à saboter toutes leurs machines. Et même si vous voyez un chef dans son véhicule, arrêtez et brûlez sur leur véhicule. Ça a poussé Ilovo quand même à fuir aussi. Et aussi, ils ont plié bagage. Chaque fois qu'on est en plein avec le gouvernement, on cible une multinationale et on dit, bon, ben là, vous allez beaucoup les chauffer. Et nous, on est avec le gouvernement ne pourra pas, parce qu'il va dire que non, si on parle sur ça, la négociation sera rompue. Donc, c'est comme ça qu'on a fait partie Ilovo, qui est une firme sud-africaine, qui était venu pour faire 20 000 hectares de canne à sucre pour l'exploitation des sucres et des biocarburants. Mais dans la lutte, dans toutes ces luttes, on a été vite rattrapé, parce que la lutte politique, on a été rattrapé par la lutte juridique. La lutte juridique, parce qu'on n'en savait rien là-dedans. On n'en savait rien dans la lutte juridique. Nous, c'était la masse, c'était le contre-pouvoir, c'était les rapports de force. Mais techniquement, le gouvernement et les autres, parce qu'ils sont détenteurs d'un papier, parce que dans le droit coutumier, nous, on n'a pas de papier. Le droit est reconnu dans la législation, dans son article, c'est écrit clair, mais il n'y a aucun mécanisme qui montre comment tu peux matérialiser ton droit coutumier, avoir un document comme quelqu'un qui a un droit de propriété. Donc, les gens ont commencé à nous traîner devant la justice pour des droits de propriété. Parce qu'eux, ils ont leur papier. Et nous, quand on parle de progrès, ils demandent, oui, mais quelle est votre preuve? Vous préparez votre argument et apportez-nous votre preuve. Et nous, mais on dit, mais si c'est comme ça, on peut faire débarquer tout un village pour venir témoigner. Ils disent que non, mais maintenant c'est le papier. Et nous, on n'en avait pas. Bon, l'avocat, quand même, qui dit, oui, l'avocat qui dit que, bon, moi, je vais vous aider avec mes arguments. On veut aider des 2 minutes dans leurs arguments. Nous, on a envoyé le cabinet de l'avocat et il ne pouvait plus vivre. Parce qu'on est venu avec des documents, on n'a pas d'argent. Et cet avocat, comment il va nous défendre? Nous, on n'a pas d'argent. Et lui, il doit faire fonctionner son cabinet. Nous, on dit, bon, on a compris. Mais nous, on a un vrai problème de papier. On a une mauvaise héritage de la colonisation. Parce qu'à l'époque de la colonisation, pour le paiement des impôts, nos vieux, quand ils voient jusqu'à présent que tu arrives avec un papier blanc, avant même de les regarder, ils se mettent à fuir. Pourquoi? Autrefois, les convocations étaient envoyées par la main d'un garde. Le préfet ou le militaire français qui était là, qui était commandant, ou qui était préfet, envoie des gardes pour aller les arrêter parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt. Donc chaque fois si le garde vient, il vient avec un papier. Donc depuis dès lors, le paysan ne veut pas entendre parler des papiers. Parce que lui, son garantie, c'est la terre, il a déjà sa terre, il cultive, il n'a pas besoin de papier. Les impôts, on fait tout, on collecte nos impôts, on va aller les payer, on ne veut même pas qu'un porteur d'uniforme vienne au village. Mais avec la lutte, on n'avait pas d'autre choix. Il fallait apprendre à connaître ses papiers, à se battre contre ses papiers. C'est comme ça qu'on a démystifié l'appareil judiciaire. Les juges étaient recrutés par ces mêmes mafias, des firmes internationales. Ils ont leurs avocats, ils ont leurs juges. Tous les juges, qu'on les connaissent, ils connaissent tous, les Libanais, les Français, les Chinois. Ils ne bougent même pas de leur bureau, ils appellent le juge, il règle. Et nous, on a démystifié tout ça. Donc, on dit, nous aussi, on aura nos papiers, on va se battre avec nos papiers. Raison pour laquelle on a commencé avec cet avocat, faire un peu le tour des villages pour leur dire, n'ayez pas peur, hein, d'aider. On a commencé des actions pour encercler les palais de justice. S'il y a jugement, on fait sortir tous les paysans, on va aller encercler les palais de justice pour qu'ils comprennent qu'on en a marre
de la corruption. On en a marre de ces mauvaises gouvernances, on en a marre de ces gouvernements qui ne peuvent pas dire la vérité. C'est dans cet élan de lutte qu'en 2012, il y a eu la rencontre internationale organisée par la Via Campesina, dont il y a beaucoup de paysans, et dont Fanny faisait partie, qui était allée représenter la Confédération paysanne de la France. Donc on parlait, il y a eu des ateliers à la rencontre. Bon, nous, on voulait boycotter la rencontre. On dit que la Via Campesina, c'est des paysans, mais sauf si nous, on ne les connaît pas. Mais il y a eu des syndicats qui disent non, ne boycottez pas, vous venez écouter, vous allez y trouver votre part là, parce que vous êtes en lutte et vous êtes confrontés à des problèmes de droits. Et il y aura des ateliers sur le droit paysan, le droit des communautés. Donc vous pouvez participer à ces ateliers. Donc c'est comme ça que nous, on a trouvé notre intérêt de participer à la rencontre internationale paysan où il y avait les représentants des paysans du monde qui étaient tous à Bamako. Et nous, on a participé. Et quand on a participé, on a eu des ateliers comme ça. Et il y avait un atelier où on parlait des cliniques juridiques et du comité d'action juridique. Donc les Français ont développé leur système de comité d'action juridique. Il y avait d'autres pays qui parlaient de cliniques juridiques. Nous, on a regardé entre tout ce qui a été dit par les différents participants de l'atelier. On a trouvé notre compte dans le comité d'action juridique. Parce que le comité d'action juridique, c'est pas cher. Ça serait entre nous, les paysans. Nous allons nous auto-organiser. Mais sauf si il faut quand même qu'il y ait juriste à la base. Donc, moi, je suis retourné sur les bancs à l'école pour faire du droit. Je suis retourné à l'université pour faire du droit. Et on est en projet de monter le comité d'action juridique pour que les paysans eux-mêmes, entre nous, qu'on puisse apprendre à nous battre nous aussi avec notre petit papier. Devant un gendarme, qu'on puisse avoir les arguments pour quand même nous défendre, qu'on puisse connaître quand même nos droits fondamentaux, qui est très très important. Donc raison pour laquelle on dit donc il faut coûte à coûte faire des études de droit, monter le comité d'action juridique et se battre sur ce front. Bien vrai que sur le front politique, oui, on avance. Mais sur le front juridique, on n'avance pas. Nous, on a plus de 103 dossiers à la justice. Ça, c'est des dossiers des grandes organisations. Sinon, des dossiers individuels, c'est plus de 200. Chaque jour, ils portent plainte. L'association, ils portent plainte. Les individus, ils portent plainte. Les représentants, ils portent plainte. À chaque action, s'il y a une machine brûlée, ils portent plainte. Il y a un mur cassé, ils portent plainte. Les bornes sont enlevées, ils portent plainte. Donc maintenant, il faut faire face à ça. Donc c'est ce qui nous a poussé vraiment à dire qu'il faut qu'on organise ce comité d'action juridique au sein de l'Union aujourd'hui pour pouvoir quand même lutter. Et pour amplifier les luttes avec les syndicats, on a créé quand même la convergence malienne contre les accaparements des terres pour impliquer un peu tous ces syndicats dans la lutte. Mais puisque la lutte, c'est nous les victimes, les autres, ça ne les intéresse pas beaucoup, ils sont dans leur bureau. Et nous, ils sont en train de vaguer dans leur quotidien. Et nous sommes les victimes. Donc pour se battre, on n'a pas d'autre choix. Et tous les combats qu'on est en train de mener, c'est un combat obligatoire, il faut les mener. On les mène pour notre identité. Pour notre identité, une fois qu'on s'arrête, qu'on laisse qu'ils prennent tous ces terres, on n'aura plus d'identité. Dans la lutte, on a appris, la politique qui est derrière tout ça, c'est quoi? C'est de dépeupler toutes les campagnes, supprimer tous les villages, supprimer la paysannerie. Il nous fait venir tous en ville. Nous serons tous des ouvriers. Sauf quand tu bosses tous les matins, à midi pour aller manger, tu vas aller acheter ce qu'eux, ils ont produit sur tes terres. C'est ça leur politique. Ils vont tout contrôler. Donc on sera tous contrôlés par eux. Donc c'est ce que nous on a compris. On dit donc nous on se bat contre l'exode rural, c'est ça. Et il parle de l'immigration. L'immigration, la facteur de l'accaparement des terres, l'immigration est une facteur de l'accaparement des terres. Eh bien vous avez privé toutes les entreprises d'État. Il n'y a pas d'emploi. Et on fait l'école
On ne devient pas fonctionnaire. On n'a pas de place en ville. On retourne en campagne pour aller travailler nos terres. Vous nous privez, vous avez accaparé tous ces terres. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va venir chez vous. Oui, on va venir chez vous. On n'a pas d'autre choix. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui est derrière tout ça, il commence par les États faibles, qui est l'Afrique. Parce que 60% des terres arabes se trouvent en Afrique. Ça a été dit au Brésil. À la rencontre internationale, au sommet du Brésil, l'analyse même de l'ONU, ils disent 60% des terres arabes, c'est en Afrique. Nous sommes les maillons faibles. Les Chinois, les quelques entreprises françaises, les quelques entreprises, ils viennent chez nous. Ils prennent nos terres. Ils seront de plus en plus forts. Quand ils finiront de s'accaparer des terres des maillons faibles, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont venir chez vous. Parce que déjà, vous, les petits paysans, vous êtes en train de vous bouffer votre terre. Vous allez passer tout votre temps, vous bouffez votre terre, vous allez faire des gros. Et ils seront plus forts en Afrique, plus forts en Asie, plus forts en Amérique latine. Donc maintenant, ils vont venir chez vous. Ils vont arriver chez vous et transformer vos fermes en des entreprises où ils sont les grands actionnaires. Ils finiront par vous piquer ces terres-là aussi. C'est quelques individus qui vont contrôler le monde. C'est le cheminement pour que ces quelques individus contrôlent le monde. Mais ils commencent par les maillons faibles qui sont nos États. Donc je m'arrête là.